Jean Robin, René Guénon ou l'énigme du Sphinx. Nous n'avons pas oublié que la naissance de René Guénon coïncida exactement avec le retour de l'influence isiaque dans le Razès, ce qui permet déjà d'envisager sa mort en Égypte comme une sorte de compensation sacrificielle, reflétant d'ailleurs l'ensemble d'une existence vouée certes à l'enseignement, mais aussi, mais surtout, au combat contre les puissances infernales pour lesquelles l'Égypte, justement, est le passage obligé. René Guénon est originaire de Blois, antique cité de Bélène, l'Apollon gaulois, et promise par d'inquiétantes prédictions au faste captieux accompagnant la geste du grand monarque ou roi de Blois nostradamique, étroitement associé à la face obscure des mystères du Razès. Sa naissance est donc symboliquement marquée par l'ambivalence de cette mission spirituelle de la France, dont, par-delà les reniements passés et futurs, il atteste secrètement l'assomption ultime, mais non point le couronnement. Signe de contradiction posée au crépuscule d'un cycle d'humanité, son œuvre adamantine réaffirme dans tous les domaines les exigences pérennes de la tradition, et juge par là même une époque en complète déréliction, oublieuse de l'unique nécessaire. Que ce métaphysicien s'affirma irréductible aux critères en usage dans le monde intellectuel, n'en rendit que plus dérangeantes ces démonstrations implacablement logiques, formulées en une langue rigoureuse et dense, et dont la compréhension impliquait que l'orthodoxie doctrinale retrouvée s'accompagna pour le lecteur d'une orthopraxie rituelle. Cet appel à la totalité de l'être, et non pas au seul mental, explique en partie la vigueur des réactions suscitées, qu'elles fussent d'adhésion ou de rejet. Autour de l'œuvre, une certaine conspiration du silence a désormais fait place à une pléthore exégétique, plus inconsciemment perverse, qui risque d'en obscurcir la fulguration et d'en diluer dans l'air du temps les exhortations irréfragables. Ainsi a-t-on vu apparaître ces dernières années, dans tels numéros spéciaux de revues littéraires, un guénonisme mondain, désinvolte et bavard, regroupant littérateurs et artistes à la mode, anciens gauchistes repentis, universitaires enhardis, enfin délivrés de leur autocensure, représentants des médias, etc., chacun voulant dire son mot, enrichir le débat de sa sensibilité propre, de son approche personnelle. Ce n'est pas, soyons équitables, qu'en dehors des horripilantes coquetteries, des bavardages insipides, on rencontre des témoignages excellents, profonds, qui inspirent le respect. Mais l'ensemble dégage bien cette impression désagréable de miroir brisé, où se reflète, étincelante parfois, déformée ailleurs, souvent méconnaissable, une œuvre dont l'auteur se voulait pourtant serviteur de l'unique. Elle s'en trouve ainsi désamorcée, dépouillée de son caractère subversif à l'égard du désordre établi et de la ci-devant idéologie dominante, qui semble vouloir, fût-ce en utilisant ceux-là même qui s'en croient libérés, compromettre et entraîner dans sa chute ses plus farouches adversaires. Épisode hélas significatif de l'implosion de sens qui caractérise cette fin de siècle. Guénon, nous sommes au regret de le proclamer, n'est pas un penseur de bonne compagnie. Fondateur d'un courant qui s'intitulerait pour suivre la mode, entre guillemets, le nouvel ésotérisme. On n'en fera jamais même, à titre posthume, un commensal de l'intelligentsia dans les dîners parisiens. Il a en effet défié le siècle, et son œuvre porte en filigrane la trace de sa lutte avec la contre-initiation qui pressentait en lui un irréductible adversaire, apparu de surcroît en un lieu stratégique de l'échiquier où se joue le jeu divin. Au-delà de ses mises en garde contre le grand monarque, premier protagoniste de la grande parodie et incarnation de la France des ténèbres, il faut en effet accorder valeur de signe au fait que Guénon soit né français, ce qui conditionnait le mode d'expression de son œuvre et désignait le peuple auquel elle s'adressait d'abord. Son départ pour le Caire en 1930, après qu'il fut parvenu au terme des petits mystères, et son islamisation subséquente,
autorisé par son état de Rose-Croix effectif, n'infirme nullement ce postulat. Car s'il finit ses jours en Égypte, dont il adopta la tradition et les mœurs, redisons-le, comme jadis les Rose-Croix en pays étrangers, la raison en est purement fonctionnelle. Ainsi l'exigeaient les nécessités de son combat. Cette fonction, Guénon l'a lui-même définie de façon lapidaire, en rendant compte dans le Voile d'Isis, de janvier 1933, d'un numéro de la Revue internationale des sociétés secrètes. Après avoir évoqué quelques individualités relevant, consciemment ou non, de la contre-initiation, il concluait ainsi, ouvrez les guillemets, « Et, pour surveiller le chemin qui mène des uns aux autres, le point géométrique où nous nous trouvons, entre parenthèses, mettons que ce soit si l'on veut le sommet d'une pyramide, fermez la parenthèse, est particulièrement bien situé. Faut-il préciser que sur ce chemin, nous avons relevé les traces d'un, entre guillemets, âne rouge et celle du dragon de l'élu. Point d'interrogation, fermez les guillemets. Ce sommet de la pyramide est à plusieurs titres révélateurs. D'abord, c'est là, d'une façon générale, que se tient symboliquement tout prophète. Ensuite, nous avons vu combien Guénon, à propos du sceau des États-Unis, soulignait le pseudo-symbolisme de la pyramide tronquée, entre parenthèses, signe d'incomplétude à l'image de la grande pyramide de Khéops, fermez la parenthèse, qui venait coiffer, par-delà un cercle de nuages, ou un brouillard contre-initiatique, un singulier pyramidion qui prétendait en somme détourner au profit de l'impérialisme américain une fonction eschatologique qui revenait à la France et dont le couronnement est d'ores et déjà figuré par cette pyramide naturelle et non tronquée qu'est le mont Aiguille dauphinois. Et comme rien ne saurait être indifférent dans l'existence d'un prophète légiférant mineur, nous soulignerons la singulière cohérence de ces quelques faits. Immédiatement avant son départ pour l'Égypte, facilité sur le plan matériel par mademoiselle Dina, veuve d'un Égyptien, Guénon se rendit en compagnie de cette dernière en Savoie. C'était là signifié par anticipation cet échange sacrificiel, à l'image de celui de Saint-Louis, par lequel Guénon, en achevant sa vie à l'ombre de la grande pyramide, permettait à la France, nouvelle terre sainte, de recevoir l'héritage le plus ésotérique d'Elchimia, de même que les Hébreux, en quittant cette dernière, avaient jadis emporté dans leur marche vers la terre promise un dépôt indispensable, figuré par des vases, entre parenthèses, graaliques, d'or et d'argent. Il nous reste à préciser que l'incomplétude de la grande pyramide renvoie directement à l'héritage hermétique, dont nous avons vu qu'il ne constituait pas, justement, une forme traditionnelle intégrale. Or dans le, entre guillemets, tombeau d'Hermès, Guénon rapportait une légende selon laquelle la grande pyramide serait le tombeau de Seyyidna Idriss, autrement dit du prophète Enoch, tandis que la deuxième pyramide serait celui de son maître. Comme l'écrit encore Guénon, cette légende du tombeau ne peut manifestement pas être prise à la lettre puisque Enoch fut enlevé vivant au ciel. De fait, on précise que, ouvrez les guillemets, ce n'est pas le corps d'Idriss qui fut enterré dans la pyramide, mais sa science. Et par là, certains comprennent qu'il s'agit de ses livres. Mais quelle vraisemblance y a-t-il à ce que des livres aient été enfouis ainsi purement et simplement, et quel intérêt cela aurait-il pu présenter à un point de vue quelconque? Point d'interrogation. Il serait beaucoup plus plausible, assurément, que le contenu de ces livres ait été gravé en caractères hiéroglyphiques à l'intérieur du monument. Mais malheureusement pour une telle supposition, il ne se trouve précisément dans la grande pyramide ni inscription, ni figuration symbolique d'aucune sorte. Alors il ne reste plus qu'une seule hypothèse acceptable, c'est que la science d'Idriss est bien vraiment cachée dans la pyramide, mais parce qu'elle se trouve incluse dans sa structure même, dans sa disposition extérieure et intérieure, et dans ses proportions. Fermez les guillemets. Cette interprétation, précise encore le maître, s'accorde d'ailleurs avec une autre tradition arabe qui attribue la construction des pyramides au roi antédiluvien Suride, qui, averti par un songe de l'imminence du déluge, ouvrez les guillemets, les fit édifier sur le plan des sages et ordonna aux prêtres d'y déposer les secrets de leur science et préceptes de leur sagesse. Or on sait qu'Enoch ou Idriss, antédiluvien lui aussi, s'identifie à Hermès ou Thoth,
qui représente la source de laquelle le sacerdoce égyptien tenait ses connaissances. Puis par extension, ce sacerdoce lui-même en tant que continuateur de la même fonction d'enseignement traditionnel. C'est donc bien toujours la même science sacrée qui, de cette façon encore, aurait été déposée dans les pyramides. Fermez les guillemets. Nous savons d'autre part que depuis l'époque alexandrine, le nom d'hermétisme ne désigne plus la science sacerdotale, mais une connaissance seulement cosmologique. Cette amputation ne serait-elle pas symbolisée précisément par l'absence du pyramidion de la Grande Pyramide, dont Guénon semble indiquer qu'il a disparu à une certaine époque, alors que les commentateurs occultisants prétendaient que la pyramide n'aurait jamais été achevée. Ouvrez les guillemets. Le sommet manque en effet, mais tout ce qu'on peut dire de sûr à cet égard, c'est que les plus anciens auteurs dont on ait le témoignage, et qui sont encore relativement récents, l'ont toujours vu tronquée comme elle l'est aujourd'hui. Fermez les guillemets. S'agissant des prétentions illégitimes d'un hermétisme dévié et révolté contre l'autorité spirituelle, on conviendra que cette précision historico-symbolique n'est pas dépourvue d'importance. Et si Guénon s'est montré plus que réservé à l'égard des spéculations essentiellement anglo-saxonnes relatives à ce pyramidion manquant, n'est-ce pas justement à cause de l'appropriation tout aussi illégitime du symbolisme évoqué plus haut, alors que rien encore ne pouvait être dit, en contrepartie, du rôle de la France? De même, si Guénon souligne que les chercheurs modernes se sont hypnotisés sur la Grande Pyramide, entre parenthèses, l'idée qu'elle diffère essentiellement des deux autres, semblant très récente, fermez la parenthèse. N'est-ce pas parce que, en sa qualité de tombeau d'Hermès, et compte tenu du rôle majeur de l'hermétisme dévié dans la subversion moderne, elle constituait une cible privilégiée? Quant au lien direct entre le sacerdoce égyptien et cette fonction de la France désignée par le symbolisme du mont Aiguille dauphinois, il est bien sûr établi par le Thébain Saint-Maurice à la tête noire, dont on n'a oublié ni la haute fonction, ni le domaine géographique plus particulier dans lequel il l'exerce. Il y avait donc toutes les raisons pour que Guénon, avant son départ pour l'Égypte, vint faire ce « pèlerinage alpestre ». Cela dit, voyons toujours grâce à Guénon, qui était, entre guillemets, ce maître d'Idris, dont la deuxième pyramide est censément le tombeau. Ouvrez les guillemets. Il ne peut avoir été autre que Séguinacite, c'est-à-dire Seth, fils d'Adam. Il est vrai que d'anciens auteurs arabes le désignent par les noms, étranges en apparence, d'Agatimoun et d'Adimoun. Mais ces noms ne sont visiblement que des déformations du grec Agathodaimon, qui, se rapportant au symbolisme du serpent envisagé sous son aspect bénéfique, s'applique parfaitement à Seth, ainsi que nous l'avons expliqué en une autre occasion. La connexion particulière qui est établie entre Seth et Enoch est encore très remarquable, d'autant plus que l'un et l'autre sont aussi mis en rapport, d'autre part avec certaines traditions concernant un retour au paradis terrestre, c'est-à-dire à l'état primordial, et par suite avec un symbolisme polaire qui n'est pas sans avoir quelques liens avec l'orientation des pyramides, fermez les guillemets, tout comme avec celle du mont Aiguille, pôle de l'écliptique. Il reste maintenant à envisager le cas de la troisième pyramide, qui, suggère Guénon, pourrait bien avoir un rapport avec Adam, car, ouvrez les guillemets, il serait, somme toute, assez logique de supposer qu'elles doivent compléter le ternaire des grands prophètes antédiluviens, fermez les guillemets. Si l'on se reporte encore une fois à la géographie sacrée française, et spécialement à son axe essentiel, on pourra sans doute identifier la pyramide de Seth au Dauphiné et à l'islam, la pyramide d'Hermès à la Provence et au christianisme, et la pyramide d'Adam au Rhazès et au judaïsme. Primordialité oblige. Ce qui correspond parfaitement à la fonction de la tradition égyptienne qui, nous l'avons vu, apparaît en surimpression sur notre axe sacré. L'analogie est d'autant plus remarquable que dans le Rhazès, la pierre noire Isiaque est en relation avec le tombeau d'Adam et la caverne des trésors. De même en Provence, Sarah l'égyptienne
intervient dans le contexte spécifiquement hermétique du, entre guillemets, vaisseau du salut. Quant à saint Maurice le Thébain, à la tête noire, son assimilation à un mort renvoie très explicitement à l'islam. Mais pour en revenir à Hermès, il semble donner lieu par l'intermédiaire de la tradition islamique à une acception plus spécifique de cette tripartition, qui est d'ailleurs, comme tout symbole, susceptible d'une pluralité de sens. Guénon souligne en effet qu'en arabe, il est appelé el-Mutalet bil-Ikam, littéralement triple par la sagesse, ce qui équivaut à l'épithète grecque Trismégistos, tout en étant plus explicite, car la grandeur qu'exprime cette dernière n'est au fond que la conséquence de la sagesse, qui est l'attribut propre d'Hermès. Cette triplicité a d'ailleurs encore une autre signification, car elle se trouve parfois développée sous la forme de 3 Hermès distincts. Le premier, appelé Hermès des Hermès, entre parenthèses Hermès el Aramessa, est considéré comme antédiluvien, et celui qui s'identifie proprement à Seyyidna Idris. Les 2 autres, qui seraient post-diluviens, sont l'Hermès babylonien, El Babéli, et l'Hermès égyptien, El Misri. Ceci paraît indiquer assez nettement que les 2 traditions chaldéenne et égyptienne auraient été dérivées directement d'une seule et même source principale, laquelle, étant donné le caractère antédiluvien qui lui est reconnu, ne peut guère être autre que la tradition atlantéenne. Et Guénon ajoute en note que l'on pourrait, ouvrez les guillemets, conclure de l'ordre d'énumération des 3 Hermès, pour autant qu'il semble avoir quelque signification chronologique, à une certaine antériorité de la tradition chaldéenne par rapport à la tradition égyptienne. Fermez les guillemets. Enfin, dans un compte rendu d'un livre d'Enel, Guénon précise que la différence de ces 2 formes traditionnelles, ouvrez les guillemets, fut probablement déterminée surtout par la rencontre avec d'autres courants, l'un venant du sud pour l'Égypte et l'autre du nord pour la Chaldée. Fermez les guillemets. Ces origines respectives pourraient bien constituer la raison profonde du caractère presque exclusivement hermétique de l'héritage égyptien, et de la nécessité corrélative d'une intervention proprement sacerdotale, fonction qui put être partiellement dévolue à la tradition hébraïque, qui, comme le rappelle encore Guénon, ouvrez les guillemets, est essentiellement abrahamique, donc d'origine chaldéenne, fermez les guillemets. Cette accentuation fonctionnelle de la tradition égyptienne sur les sciences intermédiaires explique également, dans une phase de dégénérescence, le danger extrême présenté par l'héritage atlantéen, dont on peut dire en somme que l'Égypte, en cette fin de cycle, représente la quintessence maléfique. Cette origine atlantéenne peut en outre donner lieu à des considérations intéressantes dans le domaine de la géographie sacrée. On n'a pas manqué de rapprocher les pyramides égyptiennes des pyramides mexicaines, édifiées par les Toltèques originaires de Tula, et donc, comme on le sait déjà, de l'Atlantide. Or il se trouve qu'à Teotihuacan, au nord-est de Mexico, la pyramide dite du Soleil a la même base que la pyramide de Khéops, et que les 2 édifices possèdent semblablement, à la verticale de leur pointe, une chambre qui reconstitue bien sûr le symbolisme de la montagne et de la caverne, ce qui, à l'échelle du microcosme français, se traduit entre autres par la présence de la grotte du Razès, entre parenthèses, résidence d'Isis pour son aspect bénéfique, et contre Agartha pour son côté ténébreux, fermez la parenthèse, sous le pyramidion dauphinois, concrétisé par le mont Aiguille. Mais pénétrons dans la chambre du roi de la grande pyramide, en compagnie par exemple de ce calife El-Mamoun, mentionné par Guénon, qui au IXe siècle fit ouvrir la pyramide, et selon une tradition citée par Gérard de Nerval, découvrit un coq d'or rouge, automate qui se mit à battre des ailes, et un vase clos rempli de sang frais, dont le caractère alchimique ou subtil ne faisait pas de doute puisque son poids ne variait pas, qu'il fût plein ou qu'il fût vide. Certains occultistes mirent cette découverte en rapport avec ce rayon vert qui les occupe tant,
énergie cosmique, quintessence de la vie, agissant à travers l'éther sur le sang, qui en constituerait en quelque sorte la matérialisation. Dans le cas de la grande pyramide, cette matérialisation correspondrait seulement, en tout état de cause, à une modalité tangible du corps subtil. Il se trouve en outre que Chauméry et de Bélisal, inventeurs il y a un demi-siècle de ces ondes de forme qui ont donné naissance à une super-radiesthésie, beaucoup plus dangereuse encore que celle dont Guénon avait dénoncé les méfaits, ont cru pouvoir distinguer des ondes ultra courtes relevant du verre négatif et censément engendrées par la réfraction tellurique de cette énergie qui, sous son aspect cosmique et positif, s'identifierait au rayon vert proprement dit. Dépouillé de sa gangue scientiste, ceci, symboliquement, nous renvoie aux deux méridiens verts. Entre parenthèses, l'un positif, l'autre négatif, en effet, fermez la parenthèse, que nous connaissons bien désormais et qui encadrent invisiblement, gage de leur subtilité, le très officiel méridien de Paris, cette rose ligne ou ligne rouge de l'arcane représentée par le fil de cuivre rouge de Saint-Sulpice, qui dans cette thématique constitue bien la matérialisation des deux autres, dont il condense d'ailleurs les deux aspects opposés en se dédoublant lui-même en un méridien d'église et un méridien d'État. Que le vase ait été trouvé dans la pyramide correspondant au tombeau d'Hermès apparaît logique à tous égards puisque, dans l'une des acceptions de ce symbolisme, elle est associée à la Provence, et donc à la coupe du Graal, qui est encore le vaisseau alchimique. Et comme il dit d'autre part que le fameux rayon vert symboliserait la quintessence des énergies cosmiques, se manifestant du cœur du zodiaque, la forme spécifique revêtue en Provence par le symbolisme graalique semble encore singulièrement appropriée, puisqu'il s'agit précisément de ce zodiaque auquel s'identifie la table ronde, et qui est figuré par les représentations géantes des gorges du Verdon. Quant au fait que le sang frais du vase hermétique corresponde à une modalité tangible du corps subtil ou corps de gloire, rien d'étonnant encore puisque la Provence est vouée à la résurrection. Sa relation avec le christianisme, enfin, va donner lieu, toujours grâce à Guénon, à une importante exégèse. Ouvrez les guillemets. Dans la tradition islamique, Seyyidna Idriss est identifié à la fois à Hermès et à Enoch. Cette double assimilation semble indiquer une continuité de tradition qui remonterait au-delà du sacerdoce égyptien, celui-ci ayant dû seulement recueillir l'héritage de ce que représente Enoch, qui se rapporte manifestement à une époque antérieure. En même temps, les sciences attribuées à Seyyidna Idriss et placées sous son influence spéciale ne sont pas les sciences purement spirituelles, qui sont rapportées à Seyyidna Aïssa, c'est-à-dire au Christ. Ce sont les sciences que l'on peut qualifier d'intermédiaires, parmi lesquelles figurent au premier rang l'alchimie et l'astrologie. Ce sont bien là, en effet, les sciences qui peuvent être dites proprement hermétiques, mais ici se place une autre considération qui pourrait, à première vue tout au moins, être regardée comme une assez étrange interversion par rapport aux correspondances habituelles. Parmi les principaux prophètes, il en est un qui préside à chacun des 7 cieux planétaires, dont il est le pôle, El-Qutb. Or ce n'est pas Seyyidna Idriss, qui préside ainsi au ciel de Mercure, mais Seyyidna Aïssa, et c'est au ciel du soleil que préside Seyyidna Idriss. Et naturellement, ceci entraîne la même transposition dans les correspondances astrologiques des sciences qui leur sont respectivement attribuées. Fermez les guillemets. Il ne s'agit nullement en tout cela d'une simple confusion, mais cette intervention repose au contraire sur des raisons très profondes. Guénon souligne d'abord, ouvrez les guillemets, qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé dans l'ensemble des doctrines traditionnelles, comme on peut trouver quelque chose de tout à fait similaire dans l'angéologie hébraïque. En général, Michael est l'ange du soleil et Raphaël l'ange de Mercure, mais il arrive parfois que les rôles soient inversés. D'autre part, si Michael, en tant qu'il représente le Métatron solaire, est assimilé ésotériquement au Christ, et le Christ apparaît aussi comme guérisseur spirituel et comme réparateur,
D'ailleurs, on pourrait trouver encore d'autres rapports entre le Christ et le principe représenté par Mercure parmi les sphères planétaires. Il est vrai que chez les Grecs, la médecine était attribuée à Apollon, c'est-à-dire au principe solaire, et à son fils Asclépios, dont les latins firent Esculape. Mais dans les livres hermétiques, Asclépios devient le fils d'Hermès, et il est aussi à remarquer que le bâton, qui est son attribut, a d'étroits rapports symboliques avec le caducée. Cet exemple de la médecine permet d'ailleurs de comprendre comment une même science peut avoir des aspects qui se rapportent en réalité à des ordres différents, d'où des correspondances également différentes, même si les effets extérieurs qui en sont obtenus sont apparemment semblables, car il y a la médecine purement spirituelle ou théurgique, et il y a aussi la médecine hermétique ou spagyrique. Fermez les guillemets. Voilà qui légitime d'une part l'association symbolique du christianisme à la Provence hermétique, et explique d'autre part, en passant cette fois au stade de la théurgie, que le guérisseur spirituel, le réparateur, soit en même temps attendu en Dauphiné pour couronner la fonction d'Hermès, triple par la sagesse. Ouvrez les guillemets. D'un autre côté, écrit encore Guénon, il y a presque toujours une étroite connexion établie entre Enoch, Seyyidna Idris, et Élie, Seyyidna Dhul Kifl, enlevés l'un et l'autre au ciel sans être passés par la mort corporelle, et la tradition islamique les situe tous deux dans la sphère solaire. De même, suivant la tradition rosicrucienne, Elias Artista, qui préside aux grandes œuvres hermétiques, réside dans la citadelle solaire, qui est d'ailleurs proprement le séjour des immortels, au sens des Chirajivis de la tradition hindoue, c'est-à-dire des êtres doués de longévité, ou dont la vie se perpétue à travers toute la durée du cycle, et qui représentent un des aspects du, entre guillemets, centre du monde. Tout cela est assurément très digne de réflexion, et si l'on y joint encore les traditions qui, un peu partout, assimilent symboliquement le soleil lui-même au fruit de l'arbre de vie, on comprendra peut-être le rapport spécial qu'a l'influence solaire avec l'hermétisme, en tant que celui-ci, comme les petits mystères de l'Antiquité, a pour but essentiel la restauration de l'état primordial humain. N'est-ce pas la citadelle solaire des Rose-Croix qui doit, entre guillemets, descendre du ciel en terre, à la fin du cycle, sous la forme de la Jérusalem céleste, réalisant la quadrature du cercle, selon la mesure parfaite du roseau d'or? Et l'on peut penser que les deux témoins représentant les trois traditions abrahamiques auront pour fonction de préparer cette descente de la Jérusalem céleste en manifestant l'unité des formes traditionnelles déjà réalisées, justement dans le monde intermédiaire. Toujours dans cette perspective eschatologique, nous nous permettrons une dernière remarque. Que la France constitue invariablement le troisième terme, dans les échanges dialectiques entre l'Amérique atlantéenne et l'Égypte, la géographie sacrée nous en fournit encore dans son ordre la justification. Karnak, avec 2 C, que l'on ne peut évidemment s'empêcher de rapprocher de Karnak avec 2 K, en plein cœur de l'ancien domaine des Vénètes d'origine atlantéenne, se situe à peu près au centre des terres émergées. Entre parenthèses, le centre géodésique absolu se situe dans l'île d'Umé, au large de la Turballe, à mi-chemin entre la pointe de Piriac et le sud de Belle-Île. Fermez la parenthèse. Selon Jean Marcal, Karnak est l'énigme de l'Atlantide. On sait d'autre part que leurs voisins, les Rhédones, seraient venus dans leur Azès, ce qui expliquerait les toponymes communs à la Bretagne et à cette terre d'Aude, dont, ne l'oublions pas, Rennes-le-Château, l'ancienne capitale, doit avant tout son nom à la Rédaxée Atlante.